The babysitter's here. Come on downstairs. But, Mom, I'm playing Wild Wild West. I have to leave soon, Eric. But, Mom, me and Artemis Clyde Frog still have to do our love scene with Selma Hayek. Come down as soon as you're done. Well, I'm a badass cowboy living in the cowboy days. Wicky, wicky, scott, yo-yo, bang, bang. Me and Artemis Clyde Frog go save Selma Hayek from the big metal spider. Wicky, 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 fresh cowboy from the west side. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 33. Cette semaine d'émission Possession, la dépossession et art floral. Pour faire naître une fleur, il faut une graine. Pour faire la graine, il faut un arbre qui vient prendre ses racines sur la colline verte et tranquille. Un arbre qui a porté sur ses branches la fleur si blanche, il faut toujours une fleur pour faire le monde. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris via cette citation du groupe Les Poppies. Vous vous rappelez des Poppies, Thibaut, des années 70, les enfants qui chantent, Love You Bof. Ouais. Non, vous ne connaissez pas ça ? Non, ça me dit rien là. Non, rien n'a changé, Ah oui, tout si. doit continuer. Ah oui, d'accord, ok. Tout ça. D'accord. Donc, de fleurs, il va en être question, car nous allons parler donc de plusieurs films récents. Je parlerai pour commencer rapidement de The Fall Guy de David Leitch, sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Puis nous parlerons d'un film indien, Malayalam, sorti sur plateforme au mois de mars dernier de Rahul Sadavisan, Brahmayugam. Et ensuite, nous parlerons de Jusqu'au bout du monde, deuxième film mis en scène par Viggo Mortensen et sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le Dr Erwan aura son quart d'heure syndical de retard, mais à la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Ulysse. Bonsoir Ulysse. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas local pour commencer, bien évidemment, l'information principale de cette semaine, hein, ce n'est pas le week-end prolongé, comme presque un dernier goût de vacances pour les Rennais qui sont revenus au travail lundi dernier, mais non, parce que donc demain, c'est le jour de la victoire, le 8 mai, le jour de la victoire sur la barbarie nazie par les forces alliées, et pour fêter ça, entre autres, En attendant Godard qui fête également ses 15 ans, donc nous avions fait une petite mixtape au mois d'octobre dernier, mais donc là nous avons vu les choses en grand, puisque donc le cinéma Arvor nous accueille pour une projection tout à fait formidable et exceptionnelle de Croix de Fer de Sam Peckinpah à 20h15. Projection qui sera précédée de l'enregistrement d'une émission en pas direct, mais dans les conditions du direct et en public pour ceux qui sont là, d'une émission fleuve, on peut le dire, donc qui va un petit peu essayer de faire le bilan de nos 15 années de cinéma 2008-2023, avec des anciens et des vieux croutons qui reviennent, des réguliers qui sont toujours là, des mix soyeux, des petits montages audio, pas piquer des hannetons comme si bien fait chier à faire, et évidemment de la musique délicate, et voilà, donc ce sera sur la terrasse de l'Arvor, normalement le temps sera avec nous, hein. Et donc voilà, nous ferons ça à partir de 17h30 pétante pour histoire de ranger à l'heure et de pouvoir aller présenter le film à 20h15. Ouais, on peut être charrette. Oui, on va être peut-être un peu charrette, mais bon, on verra ça hein, sur place. Mais donc voilà, 17h30 dernier carat, début de l'enregistrement pour vous, chers auditeurs et auditrices en amour et si d'aventure vous êtes dans le coin. De toute façon, l'inflation fait que vous ne pouvez rien faire d'autre, hein, parce que plus personne n'a d'argent. Donc autant aller au cinéma et puis écouter des gens sympathiques dire des choses agréables. Voilà. N'est-ce pas, Thibaut ? Oui. Sinon, toujours dans notre propre actualité, le film de dimanche soir proposé par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, toujours au cinéma Arvor. Ça sera le 19 mai prochain, donc à 20h15, et ce sera Collatéral de Michael Mann, film que j'ai très hâte de revoir en salle. Ouais, un des nombreux chefs-d'œuvre de Michael Mann. Exactement, un des plus beaux documentaires sur Los Angeles. Oui.
Et à mettre en parallèle, pour celles et ceux qui ont le bouquin de Toré sur Collatéral, une très belle analyse de Toré sur le Collatéral, une analyse de type marxiste. Exactement. Sinon, les sorties des prochaines semaines, puisque donc la semaine prochaine, nous n'aurons pas d'émission diffusée. Les antennes de Syllab et de Canal B font antenne commune à l'occasion du festival Pop Mind de 18h à 20h, donc nous ne serons pas là. Et donc, il y a quelques petites choses qui sortent, mais c'est surtout Cannes qui commence mardi prochain. Donc, on aura des sorties cannoises dans le courant des 2 semaines à suivre. Avec a priori des beaux préavis de grève prévus. Voilà, donc ça fait plaisir. C'est bien, ça va être entre la sélection qui est plutôt chouette, des révélations MeToo qui commencent à poindre, des menaces de grève, Parfait. tout le monde est un peu dans la sauce. C'est parfait, ça promet une belle édition. Ouais. Vive le cinéma. Sinon, en dehors des sorties salles, il sort fin de semaine, je crois, au début de semaine prochaine, le nouveau film de Stefano Sollima qui est bazardé sur Amazon Prime, Adagio, donc la suite de sa trilogie romaine après Akab et Subora. Donc voilà, très curieux de voir ça en tout cas, nous en reparlerons à l'occasion. Sinon, sortie salle, il y a le nouveau film de la saga du reboot de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, réalisé par le même gars que les 2 précédents, je crois. Je me suis arrêté au premier, moi. Oui, bon, c'était bien. Oui, c'était pas mal. Après, les films allaient de mal en pis, on va dire, et celui-là, ça a l'air encore pas terriblement ouf. Et pourtant, Dieu sait que j'ai une passion pour les singes, mais bon. Sinon, il y a une comédie française qui, pour le coup, a l'air plutôt chouette, qui s'appelle L'Esprit Coubertin. Voilà, il y a notamment Laura Felpin et les mecs de Dava qui sont dedans, donc pourquoi pas, ça a l'air, je suis plutôt intrigué. Une autre comédie française qui m'intrigue beaucoup moins, parce que c'est avec Max Boublil, c'est Neuilly-Poissy, voilà, qui sort dans les salles françaises aussi demain. Semaine prochaine, puisqu'il fait l'ouverture du Festival de Cannes, c'est probablement le 4e film de Quentin Dupieux de l'année, le 2e acte avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Voilà. Il en fait trop en fait. Ah bah ça c'est... sinon, toujours Canois, il y a le nouveau film de Christophe Honoré, Marcello Mio, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni qui jouent son père. Ok. Voilà. Il y a, alors ça incroyable, le nouveau Roman Polanski, The Palace, qui sort, film qui a été obligé de tourner en Suisse parce que personne ne voulait l'accueillir en France, aucun distributeur français ne voulait sortir et qui a été pris par un distributeur spécialisé dans les films de patrimoine, The Schwachbuckler. Et voilà, ça a l'air proprement horrible. Ok. Voilà, il y a un film d'horreur qui travaille une excellente réputation qui s'appelle When Evil Lurks. Voilà. Après, je ne le ferai peut-être pas, apparemment ça fait peur, donc du coup, Et sinon, donc, il y a le dernier film, pour le coup, c'est sûr, un film testament d'une 20aine de minutes de Jean-Luc Godard, qui donc s'est suicidé en septembre dernier, juste le jour de notre prise d'émission, je vous le rappelle. Donc, film annonce du film qui n'existera jamais, Drôle de guerre, dont on avait déjà vu, je pense, des bouts d'images dans un numéro des Cahiers du cinéma qui était sorti dans le courant de l'année 2021, où justement il y avait un grand reportage d'une 15aine de pages chez Jean-Luc à Mons-sur-Rolle, où il y avait justement ces étagères de croquis et de photos préparatoires pour ce film-là, qui donc ne le fera pas, il le savait pertinemment. Et donc le film est un genre de montage-collage avec la voix de Godard sur les esquisses de travail de ce film que donc il n'aura jamais fait. Étonnamment, le film sort en salle alors qu'il dure une 20aine de minutes. Je trouve ça un peu du foutage de gueule, mais c'est Yves Saint-Laurent qui a mis de la thune dans l'affaire pour que le film se fasse. Donc bon, ça fait un genre de petit coup de pub. Allez. Voilà. Donc voilà, à l'occasion, si on peut voir le dernier film de Jean-Luc, son film de testament pour le coup. Donc voilà. On va passer à la section critique de cette émission et on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut vraiment. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Desmond Dekker avec You Can Get If You Really Want. Voilà, plutôt que ne pas avoir, on peut l'avoir si on le veut vraiment. Donc voilà, avant de passer aux films principaux, donc rapidement parler de The Fall Guy, réalisé par David Leitch. David Leitch, on le connaît pour avoir co-réalisé le premier John Wick, et après avoir une filmo quand même relativement dégueulasse avec Atomic Blonde, avec Charlize Theron. Je l'ai pas vu ça. C'est assez rigolo, mais bon, c'est quand même pas... Voilà. Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs and Shaw, qui était le spin-off avec The Rock et Jason Statham, qui était pas bien. Bullet Train, qui était sacrément dégueulasse, avec Brad Pitt et Michael Shannon en méchant.
Ah oui, non, ça j'ai pas vu. Ah, c'est pas terrible. Et donc là, The Fall Guy, vieux projet qui traînait dans les étagères hollywoodiennes depuis des années, puisque donc c'est ni plus ni moins qu'une adaptation de L'homme qui tombe à pic. Vous vous rappelez de ça, Thibaut? Ah oui. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin, avec Lee Majors, donc, la série qu'il a rendue célèbre après L'homme qui valait 3 milliards. Alors, je sais absolument pas que ça s'appelait The Fall Guy, mais j'ai vu à la fin que le mec il faisait un caméo. Je me dis, ah putain, mais c'est Lee Majors, qui est vachement bien conservé grâce au formol et au botox. Ah. Et donc ça nous raconte l'histoire de Ryan Gosling, qui est donc un cascadeur pour une superstar jouée par Aaron Taylor Johnson, dans un genre de portrait à peine caché de Tom Cruise. C'est-à-dire qu'un mec qui arrête pas de se la péter en disant qu'il fait toutes ses cascades lui-même, alors qu'en fait il en fait quand même très très peu. Un jour, au début du film, lors d'une cascade a priori classique, il se blesse, il se pète le dos, et là, il est pris dans une genre d'angoisse. Il ne parle plus à celle qui était son amoureuse, incarnée par Emily Blunt. Après 2 ans de dépression, de tristesse, de remise en forme, il est rappelé d'urgence justement sur le tournage du premier film en tant que metteur en scène de Emily Blunt, avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle du héros. Et là, ça va être un pataquès, un genre d'imbringlio pas possible. David Leitch, avant d'être metteur en scène, était connu comme coordinateur de cascade sur plusieurs grosses gloumoutes hollywoodiennes. Effectivement, ce film-là se présente comme un hommage donc, à cette noble profession, pour le coup, de cascadeur beaucoup trop dénigré. Donc toutes les cascades, que ce soit avec on va dire, des êtres humains qui en prennent plein la moule, des voitures qui volent, des explosions improbables, des machins comme ça. Et effectivement, tout cela est tout à fait honorable. Le résultat est pour le moins pas forcément désagréable, mais pas terrible quand même. Anecdotique à la fois parce que effectivement on voit à la fin dans le générique donc les bérolles de tournage où on voit les cascades qui sont faites à même le plateau et qui je trouve sont parasités dans le film par une photo que je trouve quand même relativement dégueulasse, avec des incrustations sacrément pourries, et tout ça avec une narration qui est quand même un peu molle. Ça se voudrait une genre de comédie du remariage en fait, mais qui met vachement de temps à se mettre en place, même si c'est un mécanisme assez classique, on va dire, de narration hollywoodienne classique dans les années 30, les années 40, enfin des films avec Cary Grant et compagnie, il y en a eu quand même plein. Et s'il y a des scènes de comédie qui fonctionnent assez bien entre Emily Blunt et puis Ryan Gosling, parce que je trouve que Gosling n'est jamais aussi bon que quand il est dans une veine justement comique, comme dans The Nice Guys ou ce genre de film où il est, on va dire, un peu plus déluré que ses rôles dramaturges sérieux. Même dans Barbie, il était bien. Hein. Même dans Barbie, par exemple, là, effectivement. C'est-à-dire que globalement, je trouve que ça fonctionne assez mal, à la fois parce que le film est quand même assez, je veux dire, long, il fait quand même 2h10 pour ne pas raconter grand-chose, mêlé avec quelques scènes de cascade qui sont plutôt chouettes, avec même parfois des vraies bonnes idées de mise en scène qui ne seraient pas juste que du cascade porn, même si parfois ça tourne un peu à ça, parce que l'inventivité de la mise en scène n'est pas en fait au niveau de ces cascades. Et en fait, ça me faisait penser parfois à ces films du début des années 2000, de la nouvelle vague de films de tape qu'on avait en Indonésie, aux Philippines et puis en Thaïlande, comme les Hong Bak, L'honneur du dragon et puis les Born to Fight, les machins comme ça, où les mecs c'est que des cascadeurs de ouf qui font de la tape de malade, et c'est filmé comme le foot à la télé, quoi. Il y avait ça notamment, je me rappelle, dans Born to Fight, où genre un village de handicapés physiques dans tous les sens sont d'un coup attaqués par genre des méchants, et là tout le monde va se foutre à faire la tatane, y compris les mecs qui seraient cul-de-jatte, les mecs qui n'auraient pas de bras et compagnie, et tu dis putain, c'est comme hyper impressionnant parce que les mecs sont ouf, et c'était torché avec le cul, et finalement c'était hyper long alors que t'avais que de la bagarre tout le temps, quoi. Là ça me fait un petit peu ce même effet là où tu sens que tous les mecs qui bossent dessus c'est effectivement des brutasses, quoi. En termes de cascade en bagnole notamment, c'est quand même hyper chouette, avec quelques bonnes touches d'humour, et torché quand même. Pour le coup, ça aurait vraiment mérité un meilleur metteur en scène. Tu sens que vraiment il aime ce métier-là, il aime les mecs qui le font et il veut leur rendre hommage. Et finalement, ça pisse pas très loin. À la fois en termes de comédie, il y a des choses qui marchent, mais ça va pas au bout des choses. En termes de cascade, il y a des trucs très bien, mais ça va pas au bout des choses. Et finalement, ça fait un petit peu pchit, si vous voulez. Une série B ? Ouais, voilà, mais moins fun. Moins fun, parce qu'une série B justement aurait tenu à être plus ramassée, justement, oui. Tu vois. Et ça m'a semblé un petit peu dommageable. Un film d'auteur. Ouais, voilà, bref. C'est un peu mieux que le tout venant hollywoodien, mais bon, en même temps, on part pas non plus de très très loin. Non. Donc voilà, The Fall Guy de David Leitch, actuellement dans les salles françaises.
On va passer à toute autre chose, donc à l'occasion de la disponibilité sur les plateformes d'un film indien de Rahul Sadavisan, Brahma Yugam, dont j'avais parlé ici en coup de cœur il y a quelques semaines, si je ne m'abuse. Et donc voilà, je me suis dit, pour vous, mes chers camarades qui ne connaissaient rien au cinéma indien, ça c'est clair. au pluriel, je me suis dit, je vais peut-être pas commencer par plus compliqué, mais en même temps avec des éléments qui seraient un peu plus familiers du côté du film d'horreur, mais qui en même temps est vraiment ancré dans, on va dire, dans son folklore. Dans le folklore indien. Voilà, exactement. Notamment le folklore de l'état du Kerala, qui est un état tout au sud-ouest de l'Inde, à côté du Tamil Nadu, donc où on parle la langue malayalam, qui a développé quand même un cinéma assez particulier, un petit peu comme les Tamouls. C'est quand même des cinémas qui sont très ancrés dans leur folklore et, on va dire, dans leur histoire politique et puis sociale. Là, donc, évidemment, dans ce film-là, une des questions majeures qui revient, c'est la question des castes et de la dépossession, en tout cas de la reproduction sociale des castes, peu importe finalement ce qui pourrait se passer dans le reste du monde et dans le reste de l'Inde. Et donc, qui est un film d'horreur en cinémascope et noir et blanc, qui pourrait être traduit par, on va dire, l'âge de la folie, quoi. Où, en fait, ça commence par deux pauvres airs qui nous sont présentés directement in medias res, comme on dit, et qui fuient visiblement des gens qui sont pas contents et qui veulent leur en foutre plein la gueule. Ouais, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas non plus. Là, un genre de mystère déjà qui plane, et il y en a un qui arrive donc à s'échapper et qui tombe en plein milieu des bois dans une demeure obscure qui semble délabrée et puis abandonnée. Et là, non, il va tomber sur deux personnes, un qui est visiblement un serviteur, et l'autre, le maître des lieux qui régnerait sur un royaume en pleine pourriture. Le film se passe vers la fin du 17e. Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, va se mettre en place, parce que donc, la personne qui s'est échappée est d'une caste inférieure au propriétaire de la demeure, va se mêler tout de suite à la fois une guerre de position et en même temps une guerre de domination entre ces différents personnages-là, d'autant qu'un élément fantastique va investir le récit quand il s'avérait qu'en fait ce soit un démon qui se soit emparé du maître des lieux, faisant encore plus ressortir justement la métaphore du pouvoir de la caste supérieure sur une autre. Alors Thibaut. Oui, alors alors moi je suis en termes de cinéma indien contemporain, voire même en termes de cinéma indien, j'ai des lacunes qui sont aussi puissantes que la mystique du Gange, c'est-à-dire que je n'y connais absolument rien du tout. Alors, si j'ai vu quelques films de ci, de là, il y a de ça bien longtemps, mais surtout vraiment tout le renouveau indien contemporain avec les avec les Rasmajvouli. Alors peut-être que j'écorche les noms. Voilà. Je suis parti. C'est pas une cinématographie je n'ai jamais eu l'occasion, de me mettre devant ces films-là par manque de temps. C'est pas du tout par manque d'intérêt, mais c'est vraiment par manque de temps. Et du coup, je suis allé devant ce film-là, vraiment avec zéro a priori, comme si j'explorais un territoire vierge en plein désert cinématographique indien. Et j'avoue que l'expérience m'a beaucoup troublé, en fait. J'ai eu... Le film est clairement pas évident. Le film qui est justement dans le milieu du folk horror. Alors c'est du folk horror carrément, ouais. Alors voilà, comme il y en a eu pas mal dans le cinéma américain, dans le cinéma anglais. Et surtout le cinéma anglais, parce que voilà, le folk horror c'est compliqué à définir. Il y a finalement très peu d'études françaises qui se sont vraiment, ou de textes sérieux français qui se sont passionnés pour le folk horror. Il y a un texte a priori qui fait référence, un texte qui a été écrit pour le British Film Institute, qui revenait en fait sur une espèce de trilogie, la Unholy Trinity, dont la tête de gondole pouvait être le Wicker Man de Robin Hardy. Donc on est en 1973 si je ne m'abuse. Mais voilà, on est vraiment sur des éléments horrifiques, ça se passe, on prend du coup des éléments de folklore, on est souvent en race campagne, dans des territoires ruraux, et l'horreur va se mêler à ça. En gros, Ari Aster avec Midsommar avait essayé de refaire ça, mais en quelque chose de plus boursouflé peut-être. Ouais, néanmoins de très ambitieux, mais de un peu chiant quand même. Voilà, il faut être honnête. Quand même, oui. Et ici, on est vraiment sur quelque chose. Alors, c'est compliqué je sais pas par où partir. Enfin, sur ce film-là.
Première chose déjà, c'est que c'est la radicalité du projet. C'est-à-dire qu'il y a peu ou prou 3 personnages et on va rester avec eux constamment. Alors il y a un personnage féminin qui va apparaître de ci de là, il y a le démon, alors je spoil un tout petit peu mais le démon va apparaître, et puis à la fin aussi on va avoir quelques bonhommes qui vont arriver là, mais je n'ai pas envie de divulgacher la fin. Et le film pendant 2h17, si je ne m'abuse, va rester sur ces 3 hommes et en effet sur les luttes de pouvoir, mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas... Alors il y a toujours une lutte de pouvoir entre Master and Servant, hein, comme le chante Dépêche Mode, entre le maître et le servant, mais il y a également une lutte de pouvoir entre les 2 servants. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que ce que le film, et c'est vraiment ça la radicalité du projet, c'est que non seulement il va rester sur son dispositif de base, donc voilà, du noir et blanc, longueur du film qui est palpable, hein, 2h17, les mauvaises langues dont je pouvais faire partie à certains moments du film diront quelques bouts d'ennui également, mais c'est surtout par rapport à notre connaissance, nous, spectateurs français. C'est-à-dire que le film va livrer finalement très peu de clés, et c'est en fait finalement en faisant des recherches autour du film que je me suis rendu compte de la dimension politique, la dimension sociale et de la dimension politique du film. Et ça, c'est absolument fascinant parce qu'en fait, voilà, il nous propose quelque chose dont on ne sait rien, dont on ne connaît rien, et il va nous livrer quelque chose, et il me dit, voilà, je vous fais ce film-là, et maintenant, vous, spectateurs occidentaux, vous allez vous démerder. Ce qui est très fort, c'est incroyable. Surtout pour nous, des occidentaux, moi je suis clairement pas un spécialiste du folklore de l'état du Kerala, c'est que ça te plonge direct dedans, ça prend pas de pincettes, et tu te poses pas vraiment de questions non plus. Non, t'y vas, en fait, parce que le film est hyper bien tenu formellement, le noir et blanc. Parce que tu rentres quand même dans la narration, je trouve, de manière presque évidente. Oui, il y a un côté très frontal, au final. C'est que, en effet, tu ne connais rien de ces 2 personnages, mais bon, tu sais qu'ils sont en fuite, hein, enfin voilà, tu le devines. Tu sens que ça n'a pas l'air cool. Hein, tu sens que ça n'a pas l'air cool, mais pourquoi tu sens que ça n'a pas l'air cool? Parce qu'il y a 2 éléments qui sont hyper importants dans le film. Déjà, c'est la dimension sonore du film. Le film a un sound design d'enfoiré. Les musiques, il y a une musique, alors pareil, les mauvaises langues pourront dire avec des teintures Hans-Zimmeriennes, un petit peu, mais qui bastonnent quand même vraiment sévère. Ouais, les basses, ça fait mal. Hein. Voilà, et à côté de ça, il y a un jeu avec les éléments. Le vent, la pluie, l'eau, la rivière, la cascade, qui est hyper la mare, qui est les roseaux, les bambous, on ne sait pas trop ce que c'est, les grands arbres qui s'abattent, il y a l'orage, il y a la pluie qui continue surtout dans le dernier tiers du film. Et en fait, il va jouer entre ces différents aspects-là. Donc tu sais forcément, mousson, en fait, donc t'as vraiment. Donc tu sais forcément qu'il va il y a quelque chose de pas cool qui va se passer. Mais au final, les éléments pas cool sont plutôt disparaître. C'est pas un film qui va monter vraiment en tension pour arriver sur une espèce d'explosion de gloubi-boulga démoniaque. Pas du tout. Il va rester tenu. Il va disséminer ces éléments de folk horror. Voilà, de ci, de là. Et il va jouer constamment entre ces luttes de pouvoir, les éléments et le sound design. Et ça, je trouve que cette espèce de triumvirat et formel et politique fonctionne admirablement, d'autant plus que, je le répète, on n'y connaît tellement rien que la surprise est forcément constante. Mais après, tout ça c'est logique. Le jeu avec les éléments est logique parce qu'on n'est pas sur quelque chose de pas. On n'est pas sur du paganisme non plus, mais on convoque des chances. La pluie va durer pendant des mois, ça va nous faire bader. C'est assez même la bouffe, quand je parlais des éléments, la nourriture également en fait partie, ou l'eau que tu bois, allez, hydrate-toi, bois, enfin, il y a des choses, tout ça est très très curieux, et au final, il me semble que pendant le film, j'avais des réserves, parce que des fois, je piquais un peu du nez, enfin, et au final, je crois que j'ai aimé, en fait. Je crois que l'adhésion, je crois que voilà, j'ai payé le péage pour le cinéma indien. Pour le cinéma indien contemporain. Donc je suis content, en fait. Voilà, c'était une belle découverte. Les acteurs sont très charismatiques. À propos de charisme, il vient de nous rejoindre, c'est le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film indien Malayalam, votre entrée en matière. Moi, j'ai trouvé ça. T'as eu peur? Pas tant que ça, en fait. Non, parce que ça, c'est plus conte de fées que film d'horreur, en fait. C'est un film qui fonctionne sur du merveilleux avec un caractère horrifique, un film d'horreur. Alors moi, ça m'a fait penser à Koidan.
Oui. Tu vois, ce côté récit de fantôme, alors là, c'est pas asiatique, l'Inde, on va pas commencer à rentrer dans des considérations géopolitiques, mais vous savez que la géographie, la géographie, c'était pas trop l'ambiance, malgré qu'on ait un géographe parmi nous, hein, mais voilà. Il y a 20 ans. Non, alors moi en fait j'ai été un peu j'ai trouvé le film plutôt bien. Alors moi, je sais pas, j'imagine que vous avez dû en parler, mais moi j'ai trouvé que c'était une grosse relecture de Dracula. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé. De toute la première partie de Dracula, parce qu'en fait le mec c'est Jonathan Harker. Il arrive au château de Dracula, il arrive plus à repartir. Et en fait, toute la première moitié du roman de Bram Stoker, finalement, c'est une sorte de remake. C'est un genre de remake, mais avec un affreux gobelin à la place du vampire, ce que moi je trouve très cool, parce que des gobelins, on n'en voit pas assez. Et je dois avouer que... Il y a une seule gueule. Ouais, puis je dois avouer que le gobelin en fin de film, je m'attendais pas à moi, tu vois. Je m'attendais à ce que ça reste des acteurs, moi, tu sais, qui ne divulgation pas tout, mais qui jouent les possédés, mais il y a une créature au bout d'un moment qui est pas mal fichue, qui est pas mal fichue, avec des effets de violence. Ouais, voilà, une fin qui une petite fin, un petit twist final que j'avais un peu vu venir, mais qui est pas mal quand même non plus. Après, je me pose un petit peu des questions sur le pourquoi du noir et blanc. Et en même temps, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien en fait dans le film, plutôt dans la maison en fait. D'autant que je trouve que dans le noir et blanc, en plus, ce qui est très fort, parce qu'on parlait avec Thibaut donc des éléments qui se déchaînent, tout ça, c'est que malgré le noir et blanc, ce qui est quand même assez dur à faire, c'est qu'il arrive à faire ressentir toute la lourdeur et la moiteur du climat. Ouais. Tu sens qu'il fait chaud, ça n'a pas l'air agréable, c'est le mousson, quoi, tu vois. Ah, c'est le royaume des auréoles sous les aisselles. Hein. C'est à la fois humide et chaud. Après, en ce qui concerne le noir et blanc et les effets horrifiques, il y aurait pu avoir, genre, il tombe vraiment dans les effets expressionnistes parce que je fais du noir et blanc, donc du coup, voilà, le combat entre l'ombre et la lumière. Ah bah, faut mettre les potards à 11. Voilà, et en fait, pas du tout. Il y a quelques effets de ci, de là qui marche plutôt bien. Je trouve que c'est plus appuyé dans la maison. Oui. Parce qu'il y a cette espèce de rapport avec ce grand truc que moi j'aime beaucoup dans le cinéma fantastique, c'est l'idée que les maisons surnaturelles sont toujours plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, ça c'est incroyable. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Super scène de soubassement à la fin du film là, avec le plafond qui, bon, je dis pas tout, mais non, il y a des trucs qui ont un rapport à l'espace qui est assez intéressant. Alors après, mais pareil, moi c'est pas des réserves vraiment, c'est plutôt des choses où je me suis dit tiens, où est-ce qu'ils vont avec ça? Et au final, ça marche plutôt. Par exemple, le fait que le personnage principal, il y a un petit côté ravi de la crèche, quoi. Le petit côté innocent, quoi, quelque part dans le premier, lui il voit pas le coup venir. J'aime bien l'idée qu'il y ait une troisième instance entre lui et le gobelin, qui est ce personnage qui est déjà là depuis longtemps, donc il lui sait déjà ce qui se passe. Et du coup on se pose la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il part pas, pourquoi est-ce qu'il a pas réfléchi à ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas. Voilà. Et un final avec une histoire d'anneaux qui quand même ressemble furieusement au Seigneur des Anneaux. Ça ressemble donc en fait c'est une espèce de mix bizarre de tradition locale et de schémas narratifs en fait occidentaux, mais qui finalement finissent par démontrer ce truc qu'on a vu 100 fois, qui est que dès que tu tapes dans le mythologique, tu peux à peu près faire ce que tu veux avec ce que tu veux. Tu peux prendre des trucs où ça te chante, puisqu'au bout d'un moment tu retomberas toujours sur tes pattes, parce que toutes les mythologies. D'autant que si en plus on ne sait pas toujours où narrativement le film veut nous mener, il n'est pas non plus trop tarabiscoté. Il n'est pas abscon. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas abscon, c'est-à-dire qu'en fait on met du... Il y a quelques flashbacks, mais il n'y en a pas 40, parce que ça, des fois, ils ont un peu la main lourde. Ouais, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est qu'on capte quand même ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un non-dit, mais on sent que on sent que le non-dit fait partie du scénario. Et que c'est pas un non-dit parce que les mecs savent pas ce qu'ils veulent dire, en fait. Voilà, que là, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Oui, puis parce qu'il y a ce troisième personnage que moi je trouve vraiment bien. Hein. Moi, c'est peut-être le personnage que j'ai préféré dans le film. Moi. Parce que le méchant est très bien, le gentil est très bien, mais c'est vraiment un gentil et un méchant. Alors que l'autre, espèce de truc entre les deux, on sait pas trop ce qu'il dit. Je trouve qu'il a une super gueule, moi en plus. Je trouve qu'il a une très bonne tête, cet acteur. Et celui qui joue donc le gobelin, alors lui c'est une tête qui me dit quelque chose. C'est un mec bien connu, hein, mais je suis nul je m'excuse auprès de nos auditeurs fans de cinéma indien. Moi je suis vraiment nul en cinéma indien, mais il est très bien. Il joue bien des dents. Il aime bien jouer avec ses dents. Et sur le son et la musique. Alors la musique peut-être un poil trop poussée à certains moments. C'est ce que disait Thibaut mais aussi. J'ai quand même apprécié le fait que par exemple quand il y a des passages chantés, ils sont hyper intégrés à l'action et ils sont hyper sobres. Et ils sont à l'image du film en fait. Ils sont très beaux, ils sont hyper sobres. Et moi ce que j'ai même trouvé... la scène de pas de flashback, mais on va dire on raconte
l'histoire de la maison et puis l'origine. Ouais, en animation, là, en dessin, ouais, c'est très beau. Ça c'est pas mal. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de troisième voie, moi, en fait, dans le cinéma indien. C'est-à-dire où t'aurais l'école vraiment Bollywood, comédie musicale, film de divertissement, l'école voilà, l'école Calcutta, Satyajit Ray, noir et blanc, truc qui se passe dans des maisons, parce qu'il y a quand même ça aussi, quand même, quoi. C'est quand même un film d'intérieur, en fait, en grande partie. Donc, même si c'est pas du Satyajit Ray en termes de thématique, le noir et blanc, la maison, les maisons qui s'effondrent sur elles-mêmes. Moi, ça m'a fait penser au salon de musique, alors même si c'est probablement lointain, mais je trouve qu'il y a une espèce de synthèse, en fait, entre le côté parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de chansons, par exemple. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de chansons, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action à la fin. Je m'attendais à ce que ça parte vraiment dans des trucs assez délirants, moi, en fait, quoi. Assez baroque. Ouais, alors qu'en fait il tient sa ligne narrative et il tient sa ligne formelle, en fait, sur ces 2h30. Et moi je me suis pas fait chier, surtout, quoi. Je me suis pas emmerdé, j'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs. Et puis je trouve que faire tenir 3 acteurs, une maison, et arriver à tenir 2h30 avec ça, il y a un truc théâtral qui est pas si mal que, enfin, c'est bien branlé comme divertissement du milieu, en fait, moi, je trouve. C'est pas le grand truc qui pète partout, c'est pas non plus le film intello, c'est une espèce de truc entre les deux. Film du milieu. De film du milieu, mais que j'ai pas détesté du tout, moi. C'est ambitieux et en même temps humble, ou alors humble et en même temps tu sens qu'il y a de l'ambition. Ouais. Donc c'est vrai que je trouve que la balance est plutôt, moi je trouve qu'elle est plutôt équilibrée, même si voilà, moi, par moment, bon, voilà, c'était un peu. Oh, t'es père de famille, toi, c'est normal, t'as le droit de piquer du nez devant les films. Moi, voilà, mais moi, je me suis pas emmerdé. Et en fait, le film avançait. Trouvé ça intriguant. Et le film avançait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et alors, c'est quoi, lui? C'est quoi? Mais est-ce qu'il y aurait pas un coup? Tu vois, enfin, voilà. Ça relance suffisamment l'intérêt sans justement mettre tous les potards à 11, en fait. C'est ça qui m'a surpris. En fait, je m'attendais à ce que ce soit plus excessif que ça. Ça appuie sur des choses comme ça assez coutumier dans le cinéma malayalam, justement, sur l'aspect politique des choses, tu vois. Parce que dans un certain cinéma parce que c'est un film avant, sur le pouvoir, on faisait moins, mais que notamment au Kerala et dans le Tamil Nadu, c'est des films qui sont pas volontairement, mais assez volontairement plus politiques, en tout cas beaucoup plus engagés sur la question des castes, sur la question du pouvoir autoritaire, la question de la domination, surtout actuellement en Inde, depuis que Narendra Modi est au pouvoir. Et puis il y a cette fin quand même, où on voit surgir les autres personnages du film, dont on ne dira rien, mais qui relance finalement le propos, et je trouve de manière assez intelligente, de montrer comment est-ce que naît le mal, en fait, parce que c'est ça, en fait, comment un mal se répand sur un pays. C'est très Friedkinien, tout ça. Et disons que si tu pars du principe que le mal est un objet surnaturel, il faut bien un vecteur, et je trouve qu'il y a presque une origin story, en fait, de l'histoire de l'Inde, en fait, en tout cas de l'histoire de cette partie de l'Inde dans ce film-là. Je trouvais que c'est pas si mal. C'est malin parce que ça contourne le fait de dire que le mal n'aurait pas d'origine sociale. Ouais. C'est-à-dire que effectivement ça le prend en compte, et pour moi ça rend le film plus intéressant que si c'était juste dire que le mal est quelque chose de métaphysique, un truc qui flotte dans l'air. Non, c'est un truc social. Voilà. C'est une construction. C'est un hobby de riche. Voilà. Le mal, c'est un hobby de riche. Voilà. Et non, moi, c'est assez marrant parce que je suis pas forcément enthousiaste au sens de justement de certaines bizarreries indiennes qu'on a pu découvrir ces dernières années. Et j'ai pas c'est trop intello pour que je sois enthousiaste. Et c'est trop bien fait. Et c'est trop bien foutu pour que je me dise c'est prétentieux. En fait, c'est une espèce de mi-chemin, un peu de mi-chemin entre les deux. Mais moi, j'ai trouvé plutôt bien. J'ai trouvé plutôt bien comme film. Parce que je trouve que c'est un metteur en scène qui a l'humilité de son ambition, justement. Il a fait d'autres choses, ce type-là. Il a fait quelques films avant. Parce que ça serait curieux de voir un peu est-ce que ça c'est une bizarrerie dans sa filmographie, ou est-ce que c'est quelque chose de cohérent. Voilà, c'est quelque chose de cohérent où il aurait tourné comme ça dans une espèce d'entre-deux comme ça. Ce serait assez intéressant. C'est son 3e film en 10 ans. Après, il y a quelque chose. Moi, il y a des scènes. Si on rentre un petit peu dans le détail, il y a vraiment des scènes qui me marquent, et je trouve qui sont hyper bien jouées parce que les scènes de repas, moi je trouve là. Alors les scènes de repas et les scènes de jeu. Oui, je pense aux scènes de jeu. La scène des dominos. Très bergmanien finalement quand il pense. Oui, mais tu te dis voilà, pour tester les enjeux de pouvoir
quoi de mieux qu'une scène quoi de mieux qu'un bon vieux jeu de société. Ouais, c'est une espèce de jeu de dames, hein, c'est ça. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir des petits chevaux. C'est un mi-chemin, ouais, c'est une espèce de mi-chemin entre les jeux de dames et les petits chevaux. Donc, les jeux de société, j'y connais rien. Moi, de toute façon, je suis con de manière générale, donc. Ouais, mais moi aussi. Mais ça marche en fait. ça nous aide pas tout ça. Non, parce que Trial Poursuite, hein, les dialogues. Alors, mis à part au début où en fait t'as le protagoniste principal qui se présente. Donc du coup, oui, voilà, je suis un chanteur, je chantais à la cour des maîtres, tout ça, machin. Je m'appelle Henri. Ouais, voilà. Mais au final, tu sais, au début du film, tu sais pas trop. Et en fait, les jeux de pouvoir vont se mettre, par le regard, déjà par où les acteurs sont où les personnages sont placés. Des choses très simples. Hein. Mais bon, là, ils restent en bas, ils chantent en bas. Ceux qui sont assis, ceux qui sont debout. Ceux qui sont assis, ceux qui sont debout. Et puis, il y a ces séquences de jeu qui sont vraiment... qui permettent un petit peu je trouve, d'amplifier les jeux de pouvoir au-delà des dialogues qui... Alors, toi, tu disais le doc disait qu'on trouvait que c'était assez clair. Enfin, moi, j'ai eu besoin de faire des recherches derrière un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passait parce que j'étais un peu perdu. J'étais un peu à ce niveau-là, un petit peu dans la ligne. Et je trouve que faire au-delà des dialogues et au-delà du positionnement des acteurs dans le cadre, je trouve que arriver avec ces scènes de repas ou arriver avec ces scènes de jeu permettait un petit peu d'enrichir le propos et de rendre du coup le film moins abscon, qui pour moi l'était un poil froid, voilà. Ou moins mais bon, il y a une telle il y a une telle zone brumeuse, il y a une telle... C'est vaporeux comme film, il y a de tels troubles que au final tu te laisses aller par un rythme qui est quand même très particulier où tu planes à moitié aussi. Hein. Et puis t'arrives pas à savoir le temps qui passe. Non. Et puis il le dit lui-même. Il le dit, ça peut être hier, ça peut être il y a 3 semaines. Et ça c'est toujours perturbant quand tu te retrouves dans un truc où tu sais plus trop si c'est quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. Donc sur ce coup-là, il y a des choses. En fait, il rattrape ses défauts par des très belles qualités. Et puis moi, ce que je trouve, c'est que finalement, il faut quand même reconnaître ça aussi, c'est que finalement, le mec, c'est un décor, 3 acteurs, quoi. Ouais. Et c'est toujours bien, c'est toujours agréable de voir un film avec juste 3 types qui jouent dans un décor et ça marche, quoi, en fait. Parce que les angles de caméra sont... parce que c'est pensé, parce qu'il a pensé sa mise en scène. Parce que la profondeur de champ, elle est propre, parce qu'il y a des séquences, la séquence des sous-bassements incroyable. Et il y a des trucs, il y a des tips, la lumière qui s'éteint jamais. Les trucs avec la chaîne, le coup, la bague, la clé. Voilà. Et pourtant, c'est des trucs très classiques, très contes de fées, en fait, comme motif, mais ça marche bien. Ça marche bien. C'est toujours bien convoqué au moment opportun pour relancer un petit peu l'intérêt. Ça marche plutôt bien. Donc c'est Brahma Yugam de Raoul Sadovisan, sorti sur Amazon Prime si je ne m'abuse. On va passer à toute autre chose et on va célébrer les obsèques de la justice. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Mdou Mokhtar avec Funeral for Justice, extrait de son nouvel album qui vient de sortir, qui est tout à fait absolument délicieux et merveilleux, qui contient notamment ce tube qui s'appelle Oh France. Chanson charmante. Ah oui, Oh France, donc voilà, car comme Mdou Mokhtar est un chanteur nigérien, effectivement, il a quelque chose à redire à l'État français. Tu veux dire qu'il a quelque chose en nous de Tennessee par exemple, oui, c'est ça. Donc voilà que évidemment, je vous recommande. Et sans rapport, nous allons parler du nouveau film en tant que metteur en scène, son 2e de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, The Dead Don't Hurt en version originale, et où donc Viggo Mortensen se met lui-même en scène, ainsi que Vicky Krieps, où Viggo Mortensen joue un émigré danois, donc ça tombe bien. Donc voilà, ancien soldat dans les guerres européennes qui arrive sur le Nouveau Monde, et là il va rencontrer une zouze qui est d'origine québécoise. Voilà, qui j'allais dire élève des fleurs. Qui l'appelle province. Qui cultive des fleurs, donc incarné par Vicky Krieps. Ils vont s'aimer, ils vont se marier, ils vont vivre ensemble. Et là, patatras, il y a quand même des gens pas cool parce que c'est un western. Et il y a la guerre de sécession qui pointe. Mais tout ça, je le raconte dans un ordre un peu chronologique, alors que le film fonctionne justement par le biais d'une narration sur 2 temporalités, on va dire, au présent et justement la période de leur rencontre jusqu'au départ pour la guerre de sécession de Viggo Mortensen.
Film qui effectivement se déroule donc à l'orée de la guerre de sécession qu'on ne verra jamais. On verra juste les conséquences de la guerre sur le personnage de Viggo Mortensen, car finalement la focalisation se fera plus sur le personnage de Vicky Krieps. Film qui est donc supposé se passer sur la côte ouest américaine de San Francisco normalement jusqu'à peu près au sud de la Californie, et le film a été tourné intégralement au Mexique, et ça se voit parce que c'est absolument merveilleux. Et je trouve que c'est d'ailleurs un des plus beaux aspects du film. C'est bien quand même de voir un western déjà, surtout de voir un western dans des décors qu'on voit finalement relativement peu. Dernier plan devant la mer, à part La Porte du Paradis et peut-être deux trois autres westerns, des westerns avec des bords de mer, c'est pas alors qu'en général justement c'est l'horizon à atteindre, si on peut dire. Mais donc à la fois dans les plans de ces traversées de montagne, dans les déserts mexicains qui sont absolument magnifiques, et surtout quelque chose qui ferait plaisir au grand Simon, une scène de traversée de fleuve qui est réussie, absolument magnifiquement mise en scène. Donc c'est son deuxième long métrage en tant que metteur en scène à Viggo Mortensen, après Falling qui était sorti en 2020, qui était aussi sur une histoire intime entre, on va dire, entre des rapports familiaux. Là, il creuse un petit peu aussi ce... C'est ça aussi, hein, c'est un film sur un film sur les questions de famille, les questions de filiation. Qu'est-ce que c'est que reconnaître son enfant. Et à la fois... Faut pas trop en dire parce que... Non, mais ce que je mets dans le film, c'est qu'à la fois, c'est un film qui ne s'excuse jamais d'être un western, parce qu'effectivement, il l'aborde comme un véritable western, avec des scènes de fusillade, avec des méchants qui ont des dégâts avec une superbe scène de procès. Oui, super scène de procès. Presque Lucky Luchesque, presque, j'ai trouvé. Exactement. Avec un juge émacié qui tire dans le plafond pour faire respecter l'ordre de la justice, et le plâtre lui tombe dessus. Voilà, et une justice on va dire en construction. Exactement. Voilà, c'est une justice en construction. Donc c'est assez voilà. Tout comme tout l'Ouest qu'il montre de toute façon. Enfin, tu montres en construction, parce qu'effectivement c'est une toute petite ville tout au bout de l'Ouest américain, donc autant dire qu'à l'époque c'est vraiment pas grand chose, et par-dessus va se mêler évidemment les questions de la guerre de sécession, et puis de l'exploitation, parce qu'il y a une mine qui doit s'arrêter, qui doit donc l'arrivée effectivement du train, l'arrivée justement du nouveau pouvoir américain sur tout le pays, alors que jusque-là ils en étaient relativement épargnés, puisque ce sont presque les derniers colons à être arrivés au bout du monde finalement. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du film du beau Viggo, à part qu'il est quand même très très beau, Viggo. 65 ans, il est super beau, et puis il sait tout faire, quoi. Quel homme, quoi. Il parle 15 langues, il est doué avec les chevaux, enfin voilà, c'est une gendrine. Il filme admirablement bien les chevaux, ce qui est quand même pas facile. Moi, ce que j'ai appris, alors moi déjà ça c'est un truc tout bête, mais moi j'aime bien quand les mecs qui grimpent à cheval, c'est les acteurs. Et là, c'est Viggo qui montre à cheval. Donc en fait, quand il filme des scènes à cheval, il filme ça. Tu y crois en fait, parce qu'il montre vraiment ses chevaux en fait. Donc c'est pas, c'est pas bidon, quoi. Les scènes de cavalcade justement, elles sont assez courtes. La scène dans la forêt, elle est très bien. Alors c'est pas un film d'action. Il faut bien préciser que c'est une ou deux séquences un peu plus énervées. C'est plus un film. En fait, c'est un film très curieux parce qu'en fait, le début du film est assez mystérieux. Parce qu'en fait, le début du film, c'est deux plans. Le premier plan, c'est, on va divulgacher, mais le premier plan, c'est son épouse qui meurt. Et deuxième plan, c'est dans une ville, un type qui tue 6 personnes en sortant d'un saloon. 200 francs en sortant d'un saloon. Et en fait, c'est toujours bien parce qu'en fait, tu vois deux plans et tu te dis, qu'est-ce qui se passe entre ces deux plans? Quel est le lien entre ces deux plans? Ok, ça se passe western, ça se passe dans l'Ouest, ça a l'air de se passer au même endroit, donc c'est qu'il y a un lien. Et donc tu te sens bien que l'histoire va te raconter ce lien. Et le lien, évidemment, c'est en partie elle, en fait. Et le fait de nous présenter quelque part le gentil et le méchant, juste en deux plans, comme ça. Et revenir finalement à une espèce de manichéisme, mais qui est en fait un faux manichéisme, qui est plutôt une espèce de simplicité dans la manière de raconter son histoire. C'est-à-dire que ça, j'ai trouvé que c'est à la fois frustrant et c'est pas mal. C'est-à-dire que ça ressemble à Impitoyable. Ça a l'air d'être un film de vengeance comme Impitoyable, sauf que ça prend une autre direction. En fait, c'est un film qui fait un pas de côté. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le point de vue, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'habitude, dans un western, on va s'intéresser à lui. Lui pendant la guerre de sécession, lui qui machin. Qui revient au foyer. Voilà, lui qui revient au foyer, etc., etc. Et finalement, Viggo Mortensen prend le.
Et là aussi, il se réfère aux grands anciens. Il prend le parti de la prisonnière du désert, c'est-à-dire qu'en fait, on commence le film, c'est le point de vue de John Wayne. Ça va être, ouais, mais c'est John Wayne qui revient du hors-champ. En fait, et quelque part, quand lui il va à la guerre de sécession, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les affaires masculines sont laissées hors champ. Et évidemment, nous, on reste avec elle. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça m'a fait penser un peu à The Homesman. Mais oui, moi aussi, je pense de à Tommy ça. Lee Jones, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les creux. En fait, dans le western. Qu'est-ce qui se passe dans les moments de creux, dans les westerns, quand les mecs sont partis à la guerre, quand les femmes sont toutes seules à la maison? Il y a quand même des histoires de mecs qui interfèrent dans les. Et il y a toujours des histoires de pouvoir, il y a toujours des histoires de domination, parce qu'il y a un affreux méchant, qui est interprété par un acteur que j'ai déjà vu quelque part, moi aussi, mais qui est super. Qui est super. Globalement, ils ont tous une sorte de Seth Rogen malsain, et qui, et je trouve il y a ce super acteur qui joue le maire là, moi que j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, il est très bien. Danny Huston, et puis celui qui joue le fils de John. Voilà, et celui qui joue le père et qui ressemble à Brad Dourif, mais c'est pas Brad Dourif. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que il est très bien aussi. Et donc en fait, c'est ça que là aussi, c'était assez marrant parce qu'en fait là, aujourd'hui, c'est 2 films avec des petits castings. C'est-à-dire que c'est des trucs à 10-15 personnages, en fait, sur ce western-là. Il n'y a pas de grande scène, il n'y a pas de grands mouvements de caméra, il n'y a pas de... Par contre, je trouve que c'est bien rendu, et finalement, tout est le programme du film est quand même... Il trompe personne, en fait, Viggo, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est que le décor où se déroule sa maison... C'est à l'intérieur, c'est pas au sommet d'une colline. C'est dans un creux, avec une espèce de falaise comme ça qui à l'orée d'une forêt, qui cache à l'orée d'une forêt, mais pas dans la forêt. Et je trouve que ça résume assez bien le parti pris du film, c'est-à-dire que c'est un film à côté. C'est un film on fait un petit pas de côté, puis on regarde ce qui se passe, quoi. Et je trouve que il le fait de manière très modeste, je trouve, et très il est pas du tout là pour faire il se donne le beau rôle, hein, puisque c'est un bon gars, hein. J'avais mieux servi que voilà, exactement, et il le fait très bien, il se filme très bien, moi je trouve, et il le joue très bien, et toujours avec cette espèce de légèreté. Moi j'aime bien chez Viggo Mortensen, c'est que Viggo Mortensen, c'est un corps qui est assez terrien, tu sens que c'est un mec costaud, et pourtant dans sa manière de jouer, il y a quelque chose de très léger, moi je trouve, et que j'aime beaucoup, et que j'aimais bien que j'avais bien aimé dans The Green Book aussi, que j'ai bien aimé dans tous les films dans lesquels je l'ai vu dernièrement. Dans les Orpheus, dans Prison. Ouais, sauf peut-être chez Cronenberg, bon, tout est un peu lourd, faut que ça soit lourd. Oui, tout est donc voilà, donc c'est un petit peu différent. Ou tout est moins cool chez Cronenberg. Mais j'aime bien quand il joue comme ça, justement, Viggo. J'aime bien quand il joue c'est marrant, tu vois, en fait, je me dis ça, je me dis putain, mais ça pourrait être un film, ça aurait pu être un film pour Redford dans les années 70. Tu vois, cette histoire-là. Ça se fait un peu José Wells sur la loi aussi, tu vois. Il y a quelque chose d'eastwoodien, il y a quelque chose de redfordien aussi. Enfin, tu sens qu'il a bien digéré ses influences, et finalement, il arrive à faire une espèce de western néoclassique, mais je trouve tout à fait sympathique et plutôt bien écrit. Il écrit la musique aussi, hein, ouais, exactement. Il fait le scénar, il écrit la musique, il produit. Enfin, voilà. Et il arrive à rendre crédible la relation amoureuse entre un mec de 65 ans et une femme de 30 ans de moins. Hein. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir 65 ans, c'est ça le problème. Il a l'air d'avoir 45, il a l'air d'avoir 50 à tout casser. Et à l'époque, c'était pas si... De toute façon, oui, dans les C'était courant, c'était assez courant d'avoir des épouses beaucoup plus jeunes, quoi. Donc une histoire d'amour, et elle est très bien, très bien aussi. On n'en a pas parlé, mais elle est très bien. Vicky Krieps, une actrice luxembourgeoise, oui, c'est ça, son nom, qui s'est plutôt fait connaître dans le cinéma européen. Qui fait très bien l'accent québécois. Et qui est parfaite, et avec un faux air. Là aussi, je me suis dit, tiens, ça c'est eastwoodien comme truc. Je me suis dit, elle a un faux air de Meryl Streep. Mais un faux air, hein. Il y a des moments où elle est filmée, tu sais, en contre-jour, avec la lumière du jour et tout. Elle est très très belle. Il la filme très bien. Il la rend très très jolie. Et elle a un physique justement qui est particulier. C'est pas une bimbo. Elle a ce côté un peu Meryl Streep, quoi. Tu vois, de femme un peu terrienne, voilà, avec beaucoup de charme, mais quand même avec le côté démerdard, le côté débrouillard. Elle est jamais montrée comme une poupée ou comme une gourdasse ou comme une idiote, quoi. En fait. Non, juste comme une Au contraire, elle est plutôt montrée comme une femme intelligente et qui surtout essaye de s'en sortir dans un monde globalement hostile. Ouais, dans un monde assez hostile, ouais, qui essaie de travailler, etc., etc. Donc ouais, non, moi j'ai trouvé, voilà, là aussi petit film entre guillemets, mais petit film qui se laisse tout à fait. Puis ça confirme de toute façon ma théorie que si on veut vraiment voir ce que voit un metteur en scène, il faut qu'il fasse un western. Si son western est raté, c'est pas un si bon metteur en scène comme ça, comme par exemple Jacques Audiard.
Tu vois, du coup, c'est marrant parce que j'ai pensé à ça. Et Jacques Audiard était pas antipathique, mais tu sens que c'est pas son style. Non, pas alors du que tout. Vigo, il filme hyper mal les choses. Alors que Vigo, il a le sens du panthéisme, du panthéisme naturel, le sens de l'espace. Voilà, de comment montrer l'exploitation, comment montrer en arrière-plan, comment un pays se construit sur la spoliation, la violence, sans en faire un truc trop démonstratif, parce que c'est pas le centre de son sujet. Enfin, ouais, non, si. C'est périphérique, mais c'est un rapport avec ce que vivent les personnages. Et puis, il est bon, il est super beau à regarder, quoi. Enfin, je veux dire, il est super cool à voir. C'est un acteur qui est super cool à voir jouer. Quand même. Moi, Vigo, il est d'autant plus cool qu'il est rare. Que c'est pas un mec que tu vois dans 50 films par an, en fait. Donc, moi, j'étais très, très content de pouvoir. Il y a des moments où je voyais des gros plans sur lui et Vicky Krieps. Et je me disais, c'est bien le cinéma. Ils sont beaux, quand même, les acteurs au cinéma. Je dis, c'est joli, quand même, d'avoir des gros plans avec des chapeaux, avec des machins, avec un peu de soleil et tout. C'est chouette. C'est quand même bien le cinéma. Ouais, le western, c'est bien, le cinéage, c'est bien. Bah ouais. Ouais. Donc voilà. J'essaie de convaincre mes étudiants. Je crois pas je suis pas sûr d'avoir réussi à convaincre tout le monde cette année, mais. Allez voir. Je crois beaucoup à ça, effectivement. Le western, c'est pour ça que j'espère bien. Je sais pas quand sortiront les Kevin Costner, mais. Fin juin et début août. Donc il y en a un qu'on pourra faire en fin de saison et un autre qu'on pourra faire en début de saison. Exactement, le premier fait. Le premier fait 3h08, je suis chaud patate. Mais moi le truc c'est que j'ai vaguement hâte. Ah bah carrément. Parce qu'en fait je repense à Open Range et à Danse avec les loups. Même The Postman. Moi j'aime bien The Postman. Et Danse avec les loups, moi j'ai jamais vu The Postman, mais Danse avec les loups finalement à rebours. En fait, c'est génial. En fait c'est marrant parce qu'en fait c'est très très bon. On pourrait faire une émission entière là-dessus, mais en fait là je suis en train de me dire putain mais en fait il y a des films du début des années 90, mais vraiment les gros trucs quoi. Et puis un peu oublié depuis, puis en fait tu les revois maintenant, tu te dis putain mais ça fonctionne bien, genre Le Silence des agneaux et Danse avec les loups quoi. On fera l'émission il faudra faire une émission sur les trucs des années 90 qui tiennent encore bien la route quoi, tu vois. Oui, parce qu'il y a quand même il y a pas que ça, il y a pas que ça. Moi j'aime bien Romain des Bois France des voleurs par exemple. Ah oui, la Madeleine. Sans plus. Non, pur. C'est pas le même moi j'ai pas le même rapport. J'ai pas le même délire non plus. J'ai pas le même rapport. Mais il y a Alan Rickman. Il y a tout le monde. Il y a Michael Wincott. Michael Wincott, il y a Alan Rickman. Il y a il y a Morgan Freeman, il y a Morgan Freeman, il y a Sean Connery, il y a Christian Slater, il y a Rex, il y a un peu tout le monde, il y a un peu tous les coulous de Marie-Elisabeth Mastrantonio. Donc aucun rapport, mais donc jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés, un petit peu de fantaisie. Oui, parce que le doc disait c'est beau le soleil, c'est beau des acteurs filmés en plein soleil, c'est beau le cinémascope, c'est beau le cinéma. Donc du coup mon coup de cœur ça va être Le Ruban Blanc de Michael Haneke. Un film en noir et blanc. Hein ? Il a une palme d'or pour celui-là, non ? Oui, c'est sa deuxième. Je sais pas. C'est sa première, mais il en a eu deux. Donc voilà, film pas du tout avec des beaux acteurs filmés en plein soleil, mais je trouve qu'ici les thématiques malaisantes proprement hanekiennes, un film sur le mal aussi, un film autrichien, sont en fait ici menés à leur paroxysme, mais de manière plutôt élégante, avec une mise en scène beaucoup moins putassière, beaucoup moins voyeuriste. Et frontal. Ouais. Du coup, je trouve que là, il y a un parfait équilibre et je me pose la question de savoir si ce n'est pas le meilleur film de son auteur, et je crois bien que oui. J'adore 71 fragments d'une chronologie du hasard, mais celui-là, franchement, il y a avec un vrai sens du romanesque aussi, c'est un très bel équilibre. On apprend tous les jours. On croit connaître quelqu'un et finalement... finalement. Merci Thibaut. Docteur. Alors moi ce sera de manière plus vulgaire. Une série, ça faisait longtemps, comme j'ai pas beaucoup l'occasion de regarder des séries. Ça sera deux séries, tiens. Allez, on va faire un double coup de cœur. Ah mais je suis fou. J'ai beaucoup de temps. Je suis un dingo. J'étais en vacances. Donc la première série, ça sera True Detective, la 4e saison, donc Night Country. En Alaska. Voilà, en Alaska, avec ma Jodie Foster d'amour que j'aime beaucoup et qui, moi je trouvais toujours... Qu'est-ce que j'étais content. J'avais vraiment l'impression, j'ai regardé la série, on est l'impression... Une vieille copine. Ah, j'avais l'impression de trouver une vieille copine. J'avais vraiment l'impression de trouver une vieille copine parce que qu'est-ce que j'aime cette comédienne, Jodie Foster. Et là-dedans, sa petite voix chuintante et tout, et là-dedans, elle est parfaite en peau de vache, en flic
peau de vache et tout, elle est vraiment très bien. Elle est très 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 bien. Et l'histoire, c'est un parti pris True Détective bizarre, puisque c'est un parti pris fantastique. Donc c'est un vrai truc True Détective, mais avec plutôt un côté fantastique. Voilà. Donc retour aux origines. Là par contre avec vraiment du surnaturel, quoi. Alors deuxième chose pour aller plus vite, alors ce serait une série britannique que j'ai découvert au pif, qui a une première saison et j'attends de voir la seconde pour voir un peu où ça mène. C'est un truc qui s'appelle The Rig, et c'est l'histoire d'une bande de types, d'une équipe sur une plateforme pétrolière, et un jour il y a un brouillard mystérieux qui arrive et tata de soin. Voilà. Il se passe des choses. Très bien, merci docteur. Alors moi aussi ce sera une mini-série britannique par le créateur de Peaky Blinders, Stephen Knight, qui s'appelle This Town. Début des années 80 en Angleterre, une famille irlando-jamaïcaine en prise avec l'IRA, la mafia, des aspirations d'ailleurs justement, BO absolument mortelissime et évidemment plein de ska two-tone et de reggae trop cool de l'époque qu'on trouve sur les compiles Trojan Records. C'est absolument formidable et c'est très très bien fait pour le coup, et c'est même en termes politiques c'est vraiment intéressant. Et sinon un film de Larry Cohen de 1976, Meurtre sous contrôle, God Told Me Do It, film très étonnant, on ne sait jamais où ça va, à part sur le fil du fantastique, du polar et de la science-fiction. Des fins les plus chelous. Bien chelou. Vraiment super belle découverte. Voilà, on se retrouve donc dans 2 semaines pour la diffusion de notre émission anniversaire. Sinon, on reviendra en direct dans 3 semaines pour parler bien évidemment du film le plus attendu de l'année, Furiosa, A Mad Max Saga. Vroom vroom. Et donc on vous rappelle, demain 17h30, le Cinéma Arvor, enregistrement de notre émission rétrospective. Merci messieurs, merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.